Bonjour à tous. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire organisé à l'occasion de la Fête de la Science, qui proposait notamment cette année de s'interroger sur la place de l'humain dans la nature et dans son environnement. Alors c'est quelque part la vocation du Centre des politiques de la Terre que de réfléchir à ces questions au sein de l'Université de Paris et de Sciences Po. La santé planétaire est un des axes du Centre des politiques de la Terre et à travers le prisme de l'interdiscipline, nous nous intéresserons à l'impact de l'activité humaine sur les équilibres de la Terre et sur la santé des populations en particulier. La crise de la Covid-19 a justement été l'occasion, une occasion brutale de prendre conscience des conséquences sanitaires, des perturbations environnementales. Et nous avons eu envie aujourd'hui de comprendre avec des chercheurs de champs disciplinaires variés, de comprendre ce que la pandémie nous apprend de notre relation santé-environnement. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette session avec Maude Deves. Nous donnerons tour à tour la parole aux intervenants pour une dizaine de minutes et nous réserverons une demi-heure à vos questions. Je vous invite dès maintenant dès le début des interventions, à commencer à poser vos questions dans la partie questions et réponses qui se situe en bas à droite de votre écran. Donc, je vais donner la parole tout de suite à Xavier Coumoul et à Karine Audouze, qui sont enseignants-chercheurs de l'Université de Paris et tous les deux membres du programme de recherche ERA. Merci beaucoup, Annelise, merci beaucoup Maude, merci pour cette organisation, merci au Centre des politiques de la Terre et à Sciences Po pour l'organisation de ce webinaire. Donc de mon côté, je vais introduire ce webinaire en parlant des comorbidités liées aux maladies chroniques impliquées dans les cas graves de Covid-19. Donc pour cela, je vais partager mon écran. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien celui-ci. Est-ce que c'est bon pour Anis, puisque tu as encore le micro branché? Oui, c'est bon, ok, très bien. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, au travers de cette thématique des comorbidités liées aux maladies chroniques impliquées dans les cas graves de Covid-19, je vais vous parler en fait du rôle des perturbateurs endocriniens et des polluants organiques persistants dans potentiellement un certain nombre d'hypothèses qui sont formulées sur l'apparition de cette maladie, qui est vraiment toute récente, mais qui bien sûr impacte nos vies de manière vraiment très très importante. Et puis, avec Karine, on évoquera donc également l'implication de l'intelligence artificielle et de la bioinformatique pour identifier des liens environnement-santé avec, donc évidemment, en lien avec l'occurrence de cette pathologie. Donc moi, je vais faire vraiment une introduction sur la thématique de l'environnement et comment on définit l'environnement. Donc cet environnement peut être défini de deux manières. Une définition qui est très large, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas génétique. On peut très bien inclure dans l'environnement le comportement, l'alimentation, le fait de fumer, le fait de consommer de l'alcool. On peut aussi avoir une vision plus restrictive de cet environnement et on dira dans ces cas-là que c'est essentiellement tout ce qui est subi. Donc, par exemple, la pollution atmosphérique dont on va parler un peu plus tard dans le séminaire, le tabagisme passif, la contamination alimentaire, on consomme un aliment, il est contaminé, on n'en est pas nécessairement conscient. Et donc, dans ce cadre-là, l'environnement, bien sûr, est vu d'une manière plus restrictive et essentiellement comme ce qui est subi. Selon la définition, très large ou plus restrictive, eh bien, la part de l'environnement en pathologie va changer considérablement. Pour ce qui est des expositions environnementales et de la santé, on voit sur ces deux graphes que la contribution de différents agents pathogènes aux maladies chroniques, sur le graphe de gauche, peut être considérée pour la pollution totale à un nombre de morts qui est estimé en 2015 à environ 9 millions. Et sur le graphe, sur le camembert qui est situé au centre de la diapositive,
On voit en anglais que les particules atmosphériques ou le tabagisme représentent par exemple un quart de cette contribution à des maladies chroniques. Donc 9 millions de morts, c'est effectivement loin d'être négligeable. Et tout ça pour dire que ces expositions environnementales, elles ont un impact majeur en santé publique. Alors de quoi on parle lorsqu'on parle d'agents pathogènes? On parle de trois grandes catégories: les agents physiques, avec les ultraviolets, qui vont bien sûr avoir des effets bénéfiques, mais aussi qui peuvent avoir des effets délétères en fonction des doses d'exposition, et on pensera tout de suite évidemment au cancer de la peau. On peut penser à des agents biologiques, donc là c'est facile compte tenu de la crise sanitaire actuelle avec par exemple le Covid, mais évidemment il n'y a pas que le Covid en tant qu'agent pathogène qui peut provoquer voilà, un impact majeur en termes de santé publique. Il y a aussi des bactéries et des champignons qui peuvent avoir cet impact. Et puis il y a des agents chimiques. Alors les agents chimiques, de quels agents chimiques on parle? On entend beaucoup parler dans les médias d'un certain nombre d'entre eux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui composent et qui font partie de la pollution atmosphérique, et Jorge va en parler un peu plus tard. Moi et Karine, on travaille sur les hydrocarbures aromatiques halogénés. Donc, ce terme est un peu compliqué, mais si je vous dis par exemple dioxine, c'est un hydrocarbure aromatique halogéné et c'est une molécule, ce sont des molécules dont on entend souvent parler. Les amines aromatiques, évidemment les pesticides, les métaux lourds, l'amiante, qui a été très médiatisé également il y a quelques années. Et puis plus récemment, il y a de nouveaux agents chimiques qui doivent être pris en compte quant à leur toxicité potentielle, notamment par exemple les nanomatériaux. Donc la conclusion de cette diapositive, c'est qu'on est exposé à des cocktails d'agents chimiques en fait, et qu'il y a une grande diversité tant dans la qualité de ces agents chimiques, qualité au sens primaire du terme, que de la quantité. Et évidemment, c'est un vrai challenge pour les toxicologues en termes d'évaluation et de prise en compte de leurs risques en termes de santé publique. Je vais parler de deux grands exemples de catégories de polluants qui sont médiatisés, les PE ou perturbateurs endocriniens, et également les POP ou polluants organiques persistants. Alors, les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui perturbent le système endocrinien. Le système endocrinien, sur la diapositive de gauche, ce schéma très simple vous montre en fait un tissu, on va dire, c'est une cellule, mais on va considérer ça comme un tissu. Par exemple, le pancréas est un organe qui sécrète l'insuline. C'est ce qui est représenté avec les petits ronds verts qui vont du coup passer du pancréas vers le sang. Et dans ce cadre-là, on voit que l'insuline circule jusqu'à atteindre un autre organe. On voit que sur l'autre organe ou le tissu, il y a en violet des récepteurs. Et le système endocrinien est donc un système qui intègre un organe qui produit une hormone. Cette hormone circule dans le sang jusqu'à un autre organe et au niveau de cet autre organe va avoir un effet parce que cet organe aura la capacité de sentir la présence de l'hormone, sera capable de la réceptionner, possédera des récepteurs et ces récepteurs engendreront une signalisation qui va, par exemple, dans le cadre de l'insuline, favoriser l'entrée du sucre dans les cellules et leur stockage. Donc, dans ce cadre, là, on est avec un système hormonal qui fonctionne de manière idéale. Eh bien, sur chacun des processus que je viens de décrire, la production de l'hormone, la sécrétion, le transport, la réception au niveau de l'organe cible, on peut avoir l'action de perturbateurs endocriniens à droite de la diapositive, perturbateurs endocriniens qui vont être soit une substance unique, soit là encore un mélange de substances qui, selon l'OMS, eh bien, vont altérer les fonctions de ce système, vont bloquer la sécrétion, vont bloquer la réception par l'organe cible et de ce fait induire des effets qui sont indésirés, néfastes, soit sur un organisme entier, soit sur sa progéniture, au sein de populations ou de sous-populations. Et là, on ne parle pas bien sûr que de l'homme, on peut parler des abeilles, on peut parler des poissons. Il y a quelques exemples concrets. Il y a un exemple qui est très connu, c'est celui des œstrogènes. Les œstrogènes, avec le représentant majeur qui est au centre de la diapositive, qui s'appelle l'œstradiol, est une hormone stéroïde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle a une structure chimique particulière qui est dérivée du cholestérol. Et ces stéroïdes, pour pouvoir former de l'œstradiol, eh bien, ça passe par des processus, on dit enzymatiques. C'est une machinerie cellulaire qui va conduire à la synthèse spécifique de l'œstradiol à partir du cholestérol.
cet œstradiol peut être transporté, il peut être capté par des récepteurs, les fameux récepteurs en violet que j'indiquais préalablement. Cet œstradiol peut être aussi dégradé, l'hormone a une vie, a un dynamisme au sein de l'organisme, il est produit, mais il est aussi dégradé. Et en fait, toutes les petites flèches que vous voyez sur ce schéma vous indiquent qu'un perturbateur endocrinien peut bloquer la synthèse de l'œstradiol en ciblant l'enzyme qu'on appelle aromatase, peut bloquer le transport de cet œstradiol et du coup, il y aura beaucoup plus d'œstradiol libre dans le sang, bloquer les récepteurs ou bloquer sa dégradation. Et donc, on a tout un tas de cibles moléculaires qui peuvent faire l'objet de la perturbation endocrinienne. Ça, c'est la première catégorie de perturbateurs de l'environnement. Le deuxième exemple de catégorie de polluants médiatisés, ce sont les POP ou polluants organiques persistants. Et pour parler de polluants organiques persistants, il faut déjà mentionner une chose, c'est que la majorité des polluants organiques auxquels on est confronté dans notre environnement, de manière subie ou non, eh bien, sont non persistants. C'est le cas des bisphénols avec le très médiatique bisphénol A, c'est le cas des phtalates qui sont aussi assez connus du grand public, bien sûr d'un grand nombre de pesticides, même si ceux-ci historiquement étaient avant tout des polluants organiques persistants. Et qu'est-ce qu'on sous-entend lorsqu'on parle de persistance? On parle en fait d'une accumulation des substances dans l'organisme parce que ces substances ont un attrait pour nos corps gras, comme par exemple le tissu adipeux, ça c'est logique, comme par exemple le cerveau, parce que le cerveau est très riche en gras, ou encore le foie, qui peut, dans certains cas, vous le savez, devenir un foie gras. Cette accumulation, elle se fait dans les organismes, mais elle peut aussi se faire dans les écosystèmes. Alors, de quoi on parle lorsqu'on parle de polluants organiques persistants? On parle des PCB, qui ont fait, par exemple, en France, l'objet d'une grande médiatisation lorsque le Rhône a été pollué, et qu'il est encore pollué, puisque la persistance fait que même si ces produits ne sont plus utilisés et plus vendus, c'était des produits qui étaient vendus par l'industrie, ils sont encore persistants dans l'environnement. On a certains pesticides historiques, un cas très très médiatique aussi, c'est celui de la chlordécone en Guadeloupe, pour la production de bananes, qui est encore persistant dans les sols, parce que sa persistance dans l'environnement, c'est plus de 100 ans, en demi-vie, sans rentrer dans le détail dans le concept de demi-vie. Et puis on a également des molécules relativement récentes qu'on appelle des polybromés ou retardateurs de flamme. On a beaucoup aussi parlé des composés perfluorés, avec récemment aussi des films assez médiatiques. Et puis les dioxines, comme la dioxine de Seveso. Et là, je vous ai mis un exemple de demi-vie chez l'homme. Cette dioxine de Seveso a une demi-vie de 7 ans. Donc la demi-vie, ça signifie que si vous ingérez 1 gramme de dioxine aujourd'hui, dans 7 ans, vous en aurez encore 0,5 g dans l'organisme. Donc si on en consomme tous les jours un tout petit peu, on finit par en accumuler. Et c'est pour ça qu'on parle d'accumulation longue dans l'organisme. Alors, pour revenir à cette diapositive initiale, la classe d'agents pathogènes et pathologies, eh bien, dans les agents chimiques, on va pouvoir dire, et c'est marqué en rouge, que leur nature est variée, tant en quantité qu'en qualité, et l'ensemble de ces agents chimiques, mais aussi biologiques et physiques, sont associés à tout un tas de pathologies qui sont indiquées en bas de la diapositive. Des cancers, bien sûr, hormonaux ou non hormonaux dépendants. On comprend que des perturbateurs de l'œstradiol, qui sont des hormones, peuvent avoir une influence sur la comment ouais, sur l'apparition des cancers, une perturbation de l'altération de la fertilité, des maladies neurodégénératives, et l'ensemble de ces pathologies ont une caractéristique commune qui est l'inflammation. Donc, dans ce cadre-là, c'est très intéressant quand on considère la crise de la Covid-19 et l'infection au SARS-CoV-2. Car, vous le savez probablement, dans le cadre d'une infection qui est peu ou modérément symptomatique à gauche, en bleu, eh bien, il existe une inflammation appropriée qui permet d'éradiquer le virus. Mais dans le cadre d'une infection sévère à très sévère, eh bien, on peut avoir une inflammation exagérée et du coup une persistance du virus et une détresse respiratoire et une défaillance des organes. Comme les polluants peuvent avoir une influence sur l'apparition de l'inflammation, eh bien, il nous a semblé intéressant avec Karine d'étudier ce concept en utilisant la biologie des systèmes, et c'est ce qu'elle va maintenant vous présenter. Merci Xavier. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de l'utilisation de méthodes qui utilisent les ordinateurs, donc, à savoir l'intelligence artificielle et la bioinformatique. Et comment ces méthodes peuvent être utilisées donc, dans le but d'identifier des relations donc, entre les perturbateurs endocriniens, par exemple, et les maladies chroniques qui sont impliquées dans le cas grave de la COVID-19,
dont certaines de ces maladies, on le sait maintenant, sont liées à des expositions environnementales. Xavier ? Donc pour tous les agents, en fait, qu'ils soient chimiques comme les polluants ou biologiques, comme les cibles protéiques qui ont été définis auparavant par le professeur Komoul, il existe des endroits où sont stockées les informations existantes, identifiées par les scientifiques du monde entier. Donc ces données sont issues de diverses sources, comme par exemple des expériences en laboratoire sur des cellules, des animaux, ou encore des mesures de la population par des prises de sang ou encore des analyses d'urine. Et donc, ces données peuvent être stockées dans des grandes bases de données qui sont dites spécialisées et qui, de nos jours, sont électroniques, ou encore dans des journaux qui publient les résultats scientifiques. Et actuellement, il existe plus de 30 millions d'articles, pour vous donner une idée. Donc, s'il est plutôt facile, on va dire, d'extraire les données en interrogeant les bases de données, il est beaucoup moins facile d'extraire facilement et rapidement les informations de ces 30 millions d'articles. Donc, l'idée est d'utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle qui vise à miner le fonctionnement ou plus exactement la logique du cerveau humain et donc qui va permettre à l'ordinateur de prendre des décisions. Donc, dans notre cas, cela va permettre de cribler, c'est-à-dire de lire de façon automatique les résumés des 30 millions d'articles en même temps, afin d'en extraire les données ciblées, comme par exemple identifier des co-occurrences entre des perturbateurs endocriniens et des cibles biologiques, ou encore entre des dérégulations biologiques impliquées dans des pathologies d'intérêt. Donc ici, l'idée générale de la bioinformatique va être, donc premièrement, d'identifier dans ces réservoirs d'informations des données hétérogènes relatives à notre projet, comme les perturbateurs endocriniens et leurs modes d'action biologiques, ou les perturbateurs endocriniens et les pathologies, puis d'extraire ces informations et de les intégrer entre elles dans le but de réaliser un modèle sur ordinateur qui va utiliser des statistiques pour comprendre justement au mieux les liens entre ces entités, leur fonctionnement, et le but va être d'émettre de nouvelles hypothèses. Et on dit qu'on fait donc de la modélisation informatique. Donc ce type de modèle va permettre donc de faire des liens entre différentes entités biologiques, et ce, à divers niveaux de l'organisation biologique. Donc par exemple, au niveau des gènes, entre les gènes et les protéines, entre les protéines et les métabolites, mais aussi aux différents niveaux biologiques comme les cellules, les tissus ou encore les organes. Donc l'idée finale étant vraiment de comprendre au mieux la complexité d'un système biologique et donc l'impact de l'environnement sur ce système. Donc par exemple, nous venons de réaliser un modèle bioinformatique qui est représenté ici sous la forme d'un réseau biologique, c'est-à-dire que les entités sont représentées par des nœuds et sont reliées par des liens. Donc, nous avons intégré d'une part des informations relatives à un groupe de perturbateurs endocriniens que l'on voit en rouge ici. En tout, il y en avait 34. Et leur fonctionnement biologique connu, donc les cibles biologiques qui sont représentées ici en gris. Et d'autre part, nous avons aussi intégré des informations concernant les pathologies chroniques qui sont connues pour être des comorbidités aiguës à la COVID-19. Donc, ces maladies sont représentées ici en bleu. Et nous avons considéré des maladies telles que les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète ou encore l'obésité, et les protéines connues pour être dérégulées dans ces pathologies. Donc, ce type d'approche de bioinformatique nous a permis de proposer des connexions qui ne sont que des hypothèses car elles sont fondées sur des statistiques, donc entre ces perturbateurs endocriniens et les pathologies associées à la gravité de la COVID-19 via des voies biologiques communes qui ont été identifiées comme étant reliées à l'inflammation. Donc, on peut se poser la question de l'influence en fait, de l'exposition environnementale sur des pandémies comme la pandémie de la COVID-19, vu que cet environnement peut être associé à des pathologies en relation directe avec la gravité de la COVID-19. Donc, nous souhaiterions remercier les différents organismes de recherche et les financeurs qui sont associés à nos études.
Et nous voudrions vous remercier aussi de votre attention. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous invite donc à lire ces différents ouvrages et à regarder le MOOC « Un homme sain dans un environnement sain » qui est disponible sur la plateforme Fun. Merci à tous. Merci beaucoup, Karine et Xavier. C'est très intéressant de voir ces différentes interactions et je pense que on va avoir, avec l'intervention de Jorge Borkowski, de nouvelles interactions je dirais dans une continuité. Donc, je vais donner la parole à Jorge Borkowski, qui est donc pneumologue, enseignant-chercheur, directeur de l'Institut Henri... pardon. l'Institut Mondor donc de recherche biomédicale. Et donc, sa recherche est centrée sur l'étude des maladies pulmonaires chroniques. Voilà, Jorge, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez la diapositive? Oui. D'accord. Donc, merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce webinaire très, très intéressant et merci beaucoup pour l'organisation. Donc, je vais parler dans les 10 minutes qui viennent sur un sujet d'actualité en rapport avec la situation sanitaire actuelle qui est l'interaction entre pollution atmosphérique et COVID-19. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord la pollution atmosphérique? Donc, la pollution atmosphérique rentre dans le cadre de ce qui a défini Xavier Coumoul comme l'environnement. C'est un mélange complexe de gaz et de particules qu'on trouve dans l'air qu'on respire, qui résulte d'une centaine de réactions chimiques avec une certaine dépendance de la lumière du soleil et qui peut aboutir à la formation d'espèces très toxiques. D'une façon très simple, et on peut voir sur la partie gauche en bas de la diapositive, dans l'air que nous respirons, il y a des gaz et des particules. Des gaz comme le NO2, O3 qui est l'azote et le CO2 par exemple. Et des particules issues souvent en ville de la combustion incomplète du diesel qu'on utilise de moins en moins mais qu'on continue d'utiliser pour les voitures. Et ces particules sont définies globalement par leur diamètre aérodynamique, PM10, PM2,5 ou PM0,1, c'est-à-dire PM10 c'est moins de 10 microns de diamètre, PM2,5 moins de 2,5 et PM0,1 moins de 0,1 microns. Et vous verrez que les effets un petit peu sur la santé dépendent parfois de la taille. À droite, quelles sont les sources de la pollution atmosphérique? Ça peut être des sources naturelles comme les volcans, par exemple, les fumées et feux de volcans, et les activités humaines, les industries avec le traitement des déchets, les transports privés comme on a vu avec le diesel, ou même les transports publics comme par exemple dans les stations des métros, des particules issues du freinage, enfin du frein des rames de métro. Donc, les effets de la pollution sur la santé, de la pollution atmosphérique sur la santé constituent une problématique majeure et d'une façon schématique, la pollution atmosphérique, un peu je reprends ce qui était dit avant, est le principal facteur de risque environnemental pour la santé. Comment on sait ça? D'abord, si on regarde à gauche, les premières évidences historiques ont commencé avec des études qu'on appelle épidémiologiques sur des populations en montrant des coïncidences de phénomènes, comme on verra dans les diapos suivantes, qui amènent à élaborer des inférences sur des relations causales. Et ensuite, à droite, sur des études expérimentales où on essaye d'exposer des cellules ou des animaux de laboratoire à des particules ou à des mélanges représentatifs de la pollution. Et ces deux approches complémentaires permettent de caractériser les phénomènes et d'arriver un peu à étudier des mécanismes.
Donc, qu'est-ce qu'on sait d'une façon très schématique aujourd'hui sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé? Ça, c'est important d'avoir ces idées pour comprendre ce qui va venir après sur la COVID-19. C'est que, un petit peu comme ça a été dit tout à l'heure par Xavier Coumoul, la pollution étant une agression environnementale, elle entraîne une réponse immunologique altérée dans l'organisme. C'est-à-dire, d'une façon très simple, on respire de l'air, cet air contient par exemple des particules qui vont se fixer sur des cellules du poumon. Ces cellules-là vont penser, d'une certaine façon, que ces particules, c'est des bactéries, par exemple des virus, vont essayer de les détruire, elles ne peuvent pas, et donc ça entraîne une inflammation, je dirais, pour faire le parallélisme avec l'exposé précédent, exagérée ou inappropriée, qui peut durer dans le temps, parce que quand on vit dans une atmosphère polluée, on est exposé de façon chronique, et ceci va conduire à avoir des maladies respiratoires d'abord, parce que c'est l'organe cible, puis, mais pas seulement des maladies cardiovasculaires ou même des maladies neurologiques. Voyez un peu le concept d'une façon très simple. Donc, maintenant, la question que la communauté scientifique s'est posée depuis le début de la pandémie, c'est est-ce que la pollution atmosphérique peut aggraver ou faciliter l'infection par SARS-CoV-2? Donc d'abord, quand on analyse un petit peu la littérature, on voit qu'il y a eu déjà des données dans ce domaine concernant l'infection par le SARS-CoV. Donc c'est une infection qui a eu lieu, vous vous souvenez, en 2003, en Chine, dans la province du Guangzhou, et qui est donc un virus apparenté au SARS-CoV-2. Et donc, il y a eu quelques articles, vraiment très peu, qui ont essayé de voir s'il y avait une relation entre la pollution atmosphérique et la mortalité par SARS-CoV-2. Donc, je vous montre un schéma, une figure d'un de ces articles, et donc où les auteurs ont graphiqué la mortalité par SARS, et en fonction d'un index de pollution de l'air, qui contenait la quantité de particules, le type, l'ozone, etc., mesurés dans différentes villes de Chine. Et ils ont observé d'une façon extrêmement un peu simple que plus la pollution était importante, plus la mortalité augmentait. Voilà. Alors, donc, ça c'était entre ce qu'on a peut appeler la pollution à court terme, c'est-à-dire ils ont mesuré la qualité de l'air, en même temps, je dirais que la mortalité par la maladie, mais ils ont aussi analysé la qualité de l'air les mois précédents, vous voyez, plusieurs mois précédents, entre juin 2000 et octobre 2002, et ils ont observé aussi qu'il y avait cet effet. Donc, ce qui conduit à penser qu'effectivement, la pollution, c'est un facteur, je dirais, un peu aggravant ou facilitant de la maladie. Et, il faut faire attention, et ça on y reviendra après, que c'est une étude qui a plusieurs limitations. Donc, par exemple, les auteurs n'ont pas pris en compte des facteurs confondants, c'est-à-dire l'âge. Est-ce que les populations qui ont été victimes de la maladie avaient le même âge dans toutes les villes, et le statut tabagique, ou par exemple, est-ce qu'il y avait des différences régionales dans la prise en charge des patients qui auraient pu expliquer ces différences? Ceci dit, malgré ces limitations, les données sont là, et il y a une autre étude montrant des résultats allant dans le même sens. Avec ces données, donc, dès que l'épidémie par SARS-CoV-2 a commencé, on a commencé à voir, avec un petit peu de décalage dans le temps, des études épidémiologiques faites globalement de la même façon que l'étude précédente, montrant, et j'ai fait exprès de souligner le caractère conditionnel de ma formulation, que la pollution atmosphérique favoriserait ou aggraverait la maladie COVID-19. Il y a eu d'abord des études en Chine et sur une cohorte dans la province de Wuhan montrant une relation positive entre la concentration de particules de 10 et 2,5 microns et la mortalité par la maladie. Une étude plutôt nationale de 54 villes montrant
la même chose sur une exposition à court terme, puis une étude italienne, cette fois-ci plutôt sur l'incidence et pas sur la mortalité, puis une étude nationale aux Pays-Bas sur une concentration de particules de 2,5 incidence et mortalité avec l'analyse de quelques facteurs confondants qui n'avaient pas été faits avant, et finalement une étude aux États-Unis qui, sur presque la totalité de la population, montrant aussi relation entre concentration des particules de 2,5 au diamètre et mortalité, avec aussi l'analyse des facteurs confondants. Donc, tout ça semble indiquer qu'on retrouve un effet favorisant. Quel pourrait être le mécanisme? D'abord, est-ce qu'il y a une réplication virale facilitée par la pollution au sein des personnes infectées? Donc, on n'a pas de données sur SARS-CoV-2, mais par exemple, on sait que la pré-exposition des cellules pulmonaires aux particules au PM10 favorise la réplication d'un autre virus, du virus H5N1, à l'intérieur de ces cellules. Vous voyez dans cette figure tirée de l'article qui a étudié ce sujet, on voit que les particules, que des cellules pulmonaires qui sont mises en contact avec des particules avant la mise en contact avec ce virus, on observe à terme une réplication virale exagérée à l'intérieur de ces cellules due à une altération immunologique et une altération métabolique. Donc, ça serait une explication. Une autre explication pourrait être que les particules de la pollution favorisent l'entrée du virus dans les cellules. Il y a donc une étude faite chez des animaux exposés à des PM2,5 montrant que les particules de la pollution augmentent dans les voies aériennes de ces animaux l'expression d'une protéine qu'on appelle ACE2, qui est le récepteur au virus, et on peut donc supposer que s'il y a plus de récepteurs, on aura plus du virus dans la cellule. La troisième et dernière hypothèse que je voulais partager avec vous, c'est une hypothèse émise par les auteurs italiens qui ont fait l'étude que je vous ai montrée épidémiologique tout à l'heure, où ils postulent que le virus peut se coller, ici en rouge, sur les particules de la pollution. Ils ont trouvé de l'ARN viral collé au virus et que donc ils disent, bon ben voilà, donc le virus peut voyager dans une distance longue et être plus, disons, dangereux pour la population à cause de la population. Ceci étant dit, on ne sait pas, et ils le disent, ils ne savent pas si ce virus collé sur les particules a une capacité d'infecter les gens ou non. Au total, et ça c'est ma dernière diapositive, comme vous avez pu voir, les données épidémiologiques qu'on a aujourd'hui vont dans le sens d'un effet, je dirais, favorisant et ou aggravant de la pollution atmosphérique sur l'infection par SARS-CoV-2, avec des mécanismes cellulaires et moléculaires qui sont possibles, mais qui n'ont pas encore été étudiés. Mais attention, je pense que ça c'est vraiment important, c'est des résultats qui sont très récents, les études épidémiologiques. Beaucoup de ces publications ont été publiées dans des journaux qui n'ont pas de comité de lecture, c'est-à-dire ce qu'on appelle des préprints, et donc qui n'ont pas été évalués par les pairs. C'est des études épidémiologiques qui sont, je dirais, entre guillemets, un peu grossières, où il n'y a pas de données fines d'exposition individuelle aux polluants, ou avec présence d'un groupe contrôle, et qu'il faut attendre vraiment qu'il y ait une confirmation de ces études par d'autres pour pouvoir affirmer clairement ce que je viens de vous montrer. Voilà ce que je voulais partager avec vous et ensuite je serai ravi de répondre aux questions. Oui, moi je voulais intervenir peut-être pour qu'on prenne juste un petit moment pour les questions parce qu'on a enchaîné les deux présentations et j'ai vu qu'il y avait une question sur le chat. Donc peut-être que Eric, tu pourrais prendre la parole directement pour poser ta question à Xavier et Karine. Moi j'aurais deux questions ensuite pour Xavier et Karine et une question aussi pour Jorge ensuite. Et puis après, on écoutera Marie et on reviendra un peu sur une discussion plus générale tous ensemble.
la question d'Éric, c'était par rapport aux différents éléments polluants. Il posait la question des PFAS. Donc, je ne sais pas si Xavier, tu pourrais réagir sur cette question. Je m'excuse, j'ai une petite de 2 ans là qui veut participer. Tout va bien, mais c'est bon signe. Voilà, le PFAS, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme un perfluoré, c'est l'acide perfluorooctanoïque. On en a un peu parlé parce qu'il y a eu un film qui est sorti, un film hollywoodien de Todd Haynes, je crois, avec Mark Ruffalo, dont j'ai oublié le titre, que je suis pourtant allé voir et qui était un bon film, assez intéressant. Cet acide, ce PFAS ou PFOA, c'est un composé qui est extrêmement persistant. Il est utilisé dans la synthèse du téflon et il a été utilisé dans la synthèse du téflon et c'est une molécule qui a des propriétés non adhésives, comme le téflon est non adhésif. Donc en fait, le problème, c'est quand on synthétise cette molécule, quand on l'utilise pour la synthèse du téflon, on peut en retrouver malheureusement ensuite dans l'environnement. Et du fait de sa persistance, on sait qu'il a un certain nombre de propriétés, on va dire, négatives sur la santé, notamment à haute dose. On sait qu'il est reprotoxique, qu'il peut augmenter le risque de cancer, modifier les concentrations des lipides dans le sang, perturber le système immunitaire, le fonctionnement du foie. On sait on pense qu'il a probablement un risque dans les maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est possible qu'au travers chez des personnes qui sont plus exposées, il n'est pas impossible en fait que leur système immunitaire cardiovasculaire soit un peu plus inflammé par la présence de PFAS et du coup qu'il y ait peut-être un risque un peu plus augmenté de développer un Covid. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de données en tête pour affirmer que le PFAS en tout cas peut être associé à un risque plus important de comorbidité du Covid. Donc il y a encore beaucoup d'études à faire là-dessus. Karine, je ne sais pas si tu veux compléter. Moi, ce que je peux dire, c'est vrai que je n'en ai pas parlé du tout. Quand je parlais des composés qu'on a étudiés dans notre modèle bioinformatique, en fait, il y avait 34 différents composés. On avait essayé de prendre des classes chimiques vraiment différentes. Donc, il y avait la dioxine, il y avait des phtalates, des parabènes, des biphénols. Justement, il y avait le PFAS, il y avait des PFAS avec PFOA, et vraiment les classiques. Et il y avait aussi des médicaments comme le paracétamol qui est connu pour avoir des effets justement contradictoires, si je puis dire, toxiques. Bien sûr. Donc, il était inclus dans l'étude et on a bien réussi à le relier justement à une voie de signalisation qui était reliée à l'inflammation, qui était le TH17 et la voie de signalisation Age-Rage. Ok, super, merci pour vos réponses. J'avais une question moi, pour Jorge, et puis ensuite je vous repose peut-être les questions après si on a le temps, Jorge, Xavier et Karine. Jorge, moi j'aurais aimé peut-être que vous détailliez un petit peu ce que dans les études, ce qui est appelé les facteurs confondants, c'est cela. Parce que notamment, moi je travaille beaucoup sur les risques et je m'interrogeais justement sur les vulnérabilités en fait liées à des facteurs structurels. Le fait que dans les grandes villes, il y a beaucoup de monde, donc il y a une densité plus importante, mais il y a aussi éventuellement pas les mêmes populations, on n'a pas les mêmes accès de toutes ces populations aux soins, on peut avoir peut-être des saturations plus rapides, je ne sais pas, comment est-ce que ça c'est pris en compte? Est-ce que c'est pris en compte dans ces études? Et voilà, ce que je disais, c'est que ce n'est pas pris en compte dans toutes les études et les premières études ne prennent pas ça en compte, donc c'est difficile ensuite de voir, comme vous dites, si... parce qu'en fait, bon, je ne suis pas épidémiologiste, mais la base de l'épidémiologie, c'est ça. Hein? C'est des associations qui peuvent être très fortes pour permettre d'inférer un lien causal. Mais moi, je suis plutôt du côté de la biologie cellulaire. Un lien causal expérimentalement en biologie cellulaire, c'est beaucoup plus facile à démontrer qu'en épidémie. Une fois qu'on a dit tout ça, donc le plus raffiné et l'analyse épidémiologique, le plus simple, c'est de trouver une relation causale. Donc, effectivement, si vous avez des différences de pollution entre 5 villes et avec des différences de mortalité par SARS, mais si vous n'analysez pas, par exemple, ce que je disais, l'accès aux soins, si l'âge moyen de ces villes, parce qu'il y a une ville universitaire, il y a une ville où il y a plutôt des gens retraités, donc effectivement, l'incidence et la mortalité va être différente. Donc, ce qu'on peut appeler des facteurs confondants, c'est, je pense, des facteurs, je dirais même environnementaux d'un côté, et ensuite des facteurs
et comme inhérent à la personne, comme l'obésité, qu'on sait bien qui joue un rôle dans la sévérité de la COVID-19, le tabagisme même passif, etc. Donc, et plus l'analyse est fine, plus on peut aller dans le sens de vraiment disséquer et affirmer une relation causale. Donc, dans les études que je vous ai montrées, il y a un peu de tout. Les dernières études sont un peu plus sophistiquées, mais ça reste des approches quand même à ce jour un peu grossières et, du côté épidémiologique. Et ça, il faudra le raffiner pour avoir une idée vraiment précise. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est très bien, oui, effectivement, je pense qu'on a le sentiment, d'après ce que vous dites, que c'est vraiment un enjeu majeur des études à venir. Moi, je pense, oui. On a une autre... alors, on a posé peut-être 2 questions. On va laisser parler Marie et on reprendra les questions suivantes. Je vois qu'on a une question pour Karine. Ensuite, comme ça, on a fait une petite pause question et puis on reviendra après. Karine, je vous laisse la parole. Donc la question, c'est les modèles informatiques permettent-ils de faire des prédictions par analogie ou autre sur les interactions possibles? Et j'aurais voulu savoir ce que vous entendiez par analogie. Parce qu'en bioinformatique, il y a 2 façons de faire. Il y a des analogies structurales où on prend en compte la structure chimique de la molécule. Et il y a des analogies, qu'on parle plutôt d'annotation biologique, qui sont plutôt des analogies de connaissance de liens, en fait, de perturbation d'une molécule sur un système biologique. Donc, pour répondre à la question, il y a ces 2 façons de faire. Ces 2 façons de faire permettent justement de créer des modèles. Avec les données qui existent, on fait des modèles. Et avec ces modèles, justement, l'idée, c'est de faire des prédictions. Donc, de faire des prédictions ou basées sur la structure ou non basées sur la structure pour pouvoir justement émettre des nouvelles hypothèses. Et c'est ce qu'on a fait en fait dans notre modèle. Donc, dans notre modèle, c'était du non structural. C'était vraiment basé sur les connaissances biologiques. Et on a essayé de faire des liens. Donc là, j'ai fait quelque chose de très simple. Parce que vous parlez, la question après, c'est et dans ce cas, quelle en est la fiabilité? Effectivement, je n'ai pas parlé du tout. Il y a des scores, il y a des calculs statistiques derrière qui nous permettent de mettre des priorités finalement sur les prédictions que l'on va faire. On ne va pas tout prédire, tout ce qu'on prédit ne va pas être bon. On va vraiment ordonner à l'aide de scores, de différentes valeurs statistiques, ce que l'on trouve. Ok, merci beaucoup Karine pour cette réponse. Marie, vous avez la parole. Oui, alors, je vais juste présenter Marie, donc, qui est philosophe, directrice de recherche au CNRS, Université de Paris, et ses travaux interrogent l'émergence possible d'une forme de relation entre santé, maladie et environnement qui lie la santé des êtres humains à la santé de la Terre. Et on avait envie de réfléchir avec vous peut-être à une redéfinition en fait de la santé à l'aune de cette pandémie et des relations entre santé et environnement. Bonsoir à tous et puis merci beaucoup donc de l'invitation au Centre des politiques de la Terre et particulièrement donc à Annelise du coup qui a orchestré les choses en amont. Alors j'avais envie d'être un peu provocatrice en fait en complémentarité avec les analyses qui nous ont été proposées jusqu'à maintenant, et je précise simplement que je vais parler sans PowerPoint. Je ferai 5 points pour peut-être souligner par rapport à la question titre de cette séance, que nous apprend la pandémie de Covid-19 sur notre relation santé-environnement. Bien sûr, on a entendu qu'elle nous incitait à développer des recherches et qu'elle nous apprenait un certain nombre de choses, en tout cas de travaux qui sont en cours. Mais moi, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est le contraire, à savoir qu'elle ne nous apprend pas grand-chose finalement. Et j'aimerais donc essayer d'avancer un petit peu dans cette direction, donc à travers 5 points. En partant tout d'abord d'une définition
de la santé comme absence de maladie, qui est une définition qui a été proposée par Bourse, notamment dans les années 70, et une définition qu'il pose comme un axiome fondamental de la médecine. Et à partir de cette définition, en fait, qui va être à l'opposé d'approches plus subjectives de la pensée, ce dont on se rend compte, c'est quand on se penche sur l'histoire de la médecine, c'est tout d'abord que ce lien qui est établi entre santé et environnement, en fait, relève d'une histoire pluriséculaire qui est probablement vraie dans un certain nombre d'aires culturelles, d'aires scientifiques, mais en tout cas tout à fait ancrée dans l'histoire de la médecine issue du corpus hippocratique, puisque sans rentrer dans trop de détails aujourd'hui, on n'a pas le temps. L'idée selon laquelle il s'agit, quand on cherche les causes de la maladie, de prêter attention à des causes que le corpus hippocratique qualifie d'externes, au sens d'externes au corps humain, et tout à fait prégnante dans plusieurs traités de ce corpus, et notamment dans pour cette question qui est le plus connue, le traité qui s'intitule Air au lieu, qui met l'accent sur le fait que le médecin doit connaître la nature des sols, s'intéresser au climat de la ville dont il soigne les habitants, à l'orientation des maisons, au vent, etc., etc. Et le corpus hippocratique recèle également tout un ensemble de traités qui portent le titre d'épidémie. Alors, pas au sens où on entend aujourd'hui la notion d'épidémie, mais qui est un ensemble de recueils, en fait, établis par des médecins voyageurs, qu'on appelait les périodeutes, en fait, qui donc circulaient dans l'espace connu de la Grèce antique pour essayer de faire des tableaux climato-nosologiques, donc de rendre compte de phénomènes pathologiques qui touchaient des populations, et de les décrire et de les lier au climat local, au sol, etc., etc. Donc, et enfin, en particulier quand même à la question de la condition atmosphérique. Donc, à partir de cette tradition qui a perduré dans toute l'histoire de la médecine dominée par le corpus hippocratique et qui nous a donc été transmise qui nous a été transmise et qui a été la médecine de l'Europe au moins jusqu'à l'époque classique, on voit que ce questionnement sur les causes de la maladie, même s'il n'y a pas du tout les mêmes modalités de preuve que celles que nous connaissons aujourd'hui, est très prégnant et a continuer à alimenter la réflexion des médecins sur diverses thématiques et diverses questions à partir du XVIIIe siècle, à la fois des questions d'architecture hospitalière, à la fois des questions d'aménagement des villes, et finalement, à partir du moment où même si à partir des travaux sur les bactéries de la génération de Pasteur, on tend à un peu mettre de côté, je dirais, une recherche d'explication environnementale sur tel ou tel phénomène pathologique, d'une certaine manière, l'idée reste toujours présente. Elle est alimentée à la fois par des sciences humaines et sociales, notamment, je pense à la géographie de la santé, et puis elle est évidemment nourrie par des sciences qui sont les nôtres aujourd'hui, l'épidémiologie environnementale, la toxicologie et aussi l'écologie de la santé. Donc, moi, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent dans un premier temps, c'est que cette idée donc, d'un lien entre santé et environnement est quelque chose qui est très ancré dans l'histoire de la médecine et dont même si les systèmes de preuve et de développement des connaissances ont évolué, il y a quand même ce fil continu de la recherche d'une causalité externe au corps humain pour rendre compte des pathologies. Alors, je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, dans différents domaines scientifiques et en particulier peut-être dans l'écologie de la santé, il y a cette conviction selon laquelle les êtres vivants dans leur ensemble, et pas seulement l'humain, sont interdépendants. Et plus encore que cette interdépendance, en fait, ce qui a été affirmé ces 40 dernières années, c'est l'idée que la santé humaine devait être pensée ensemble avec le développement durable ou avec une notion qui est, à mon sens, peut-être encore un peu compliquée à manipuler, mais qu'on voit circuler, donc celle de santé de la Terre. De sorte que si on en vient à l'épidémie de Covid-19 aujourd'hui, ce qui est mis en avant dans les analyses actuelles, c'est en fait qu'on ne peut pas être surpris par ce qui survient,
compte tenu des connaissances dont on dispose déjà, et on ne peut pas non plus être surpris, c'est la seconde idée que je voudrais développer, par le surgissement de la pandémie. Alors, ce n'est pas seulement effectivement l'idée que nous sommes interdépendants, que notre santé en partie est liée à des éléments qu'on va ranger dans cette catégorie très large et très accueillante d'environnement, c'est aussi qu'on ne peut pas être surpris aujourd'hui du surgissement de pandémie. Alors pourquoi Eh bien parce que, comme le souligne le travail récent d'un collègue anthropologue, Frédéric Keck, qui a publié un ouvrage sur les sentinelles des pandémies, donc notamment sur les oiseaux et les volailles en Asie, il y a il y a l'idée en fait que assez maintenant connue que les espèces animales transmettent des virus ou sont des véhicules intermédiaires pour transmettre des virus à l'être humain, non pas comme si elles souhaitaient le faire, hein, non pas bien sûr de façon intentionnelle, mais cette transmission de fait des animaux aux humains est pour lui le signe d'un déséquilibre entre les espèces d'un écosystème, et que cette dépendance en fait accrue des êtres humains et avec les autres êtres vivants est un état de fait dont il faut tirer aujourd'hui toutes les conséquences. Et d'une certaine manière, en fait, la question n'est plus de savoir quand il va falloir se préparer aux pandémies, mais d'affronter potentiellement des pandémies récurrentes tant que nous n'aurons pas tiré toutes les conséquences de cet accroissement en fait de l'interdépendance entre les êtres humains et entre les êtres humains et le vivant, parce que nous circulons, nous consommons, nous produisons de telle manière que les choses sont beaucoup plus intriquées qu'auparavant sur la planète. Donc la question, elle est bien celle, et c'est ce sur quoi il insiste, hein, celle de la préparation, plutôt que une sorte de négligence ou d'oubli récurrent du surgissement possible des pandémies. Alors, le troisième point que j'aimerais mettre en évidence par rapport à cette idée selon laquelle on ne peut pas vraiment être surpris, même si bien sûr on va apprendre des choses nouvelles et en même temps on a déjà un certain nombre de connaissances. Donc le troisième point que j'aimerais mettre en avant, c'est que depuis une trentaine d'années, au moins d'ailleurs, la relation entre santé et environnement a été explorée de façon substantielle par un certain nombre de sciences pour mettre en avant, sinon des causalités directes, un impact environnemental sur la santé humaine, en tout cas au moins des facteurs et peut-être des causalités indirectes, de sorte que ce qui paraît de mon point de vue presque plus surprenant et étonnant, c'est qu'on puisse manifester une sorte de réaction d'étonnement face à la pandémie, dans la mesure où on a déjà un certain nombre de données et d'éléments, notamment diffusés par l'Organisation mondiale de la santé au niveau d'une diffusion publique à l'ensemble des sociétés, mais on a un certain nombre d'éléments évidemment sur l'impact sanitaire du changement climatique, et je pense notamment à toute l'initiative du Lancet Countdown qui s'efforce effectivement de mettre chaque année en forme l'ensemble des connaissances et des enjeux de connaissances qui restent à traiter. On a un certain nombre d'éléments de connaissances sur la pollution environnementale, hein, qui est, selon l'Organisation mondiale de la santé, une cause de mort de façon exponentielle depuis l'ère industrielle. Hein. L'OMS, en 2016, indique que 3 millions de personnes seraient mortes à cause de la pollution environnementale et notamment de la pollution de l'air. On sait aussi depuis longtemps que l'eau et le savon sont aujourd'hui les principaux outils de la protection sanitaire et sans doute aussi contre le Covid-19. Or, l'accès à l'eau potable et la question de l'assainissement demeure un problème majeur sur la planète, etc., etc. Donc, en fait, on a déjà, même si les connaissances sont en cours de constitution, et notamment sur la question des causalités indirectes, je dirais un certain nombre d'éléments qui nous amènent à penser cette relation entre santé et environnement de façon forte. Et donc, on ne peut pas, même si on va évidemment, encore une fois, apprendre des choses en lien avec la pandémie, moi, ce que j'aimerais vraiment, ce sur quoi je souhaite insister, c'est au contraire
qu'il s'agit de peut-être pointer l'étonnement face à des formes de prise de conscience aujourd'hui, comme si on redécouvrait cette relation entre santé et environnement. Alors le dernier point que j'aimerais faire peut-être, et notamment en lien avec quelque chose que les sciences sociales et humaines peuvent peut-être apporter en complémentarité avec les sciences du vivant et les sciences biomédicales, c'est peut-être qu'on peut prôner ici une approche élargie de l'environnement. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'une découverte, je pense, ou d'une surprise, mais peut-être effectivement d'une redécouverte ou d'un point d'attention sur des choses qu'on a déjà pu mettre en forme dans d'autres circonstances. Mais si on pense à la pandémie de Covid-19, on pense peut-être à un environnement effectivement qui est lié à la transmission de virus par l'animal et à des causalités qui nous renvoient à l'étude du vivant. Or, ce qu'a montre déjà depuis quelques mois l'analyse de la gestion de la pandémie et de la manière dont elle touche inégalement les populations et certains groupes de population, c'est qu'il y a des formes d'inégalité extrêmement fortes qui jouent dans l'impact de la pandémie et des inégalités qui sont entre autres d'ordre, je dirais, socio-économique, politique, organisationnel, territorial, qui sont aussi liées à l'organisation des métiers et des professions, à l'âge et au genre. Donc, d'une certaine manière, si on doit mettre l'accent sur un phénomène qui, encore une fois, n'est pas nouveau, mais sur la relation santé-environnement, mais qui est particulièrement illustré aujourd'hui par la pandémie, c'est qu'on doit se doter, à mon sens, d'un sens de l'environnement assez élargi et qui inclut ces dimensions socio-économiques, territoriales, organisationnelles, bref, tout ce qui relève de l'histoire des sociétés humaines et qui n'est pas et qui joue évidemment, qui joue un rôle tout à fait important dans la manière dont la pandémie frappe certains groupes de population ou certaines sociétés plutôt que d'autres. Et donc, je reprendrai volontiers pour conclure sur ce point la formule de l'anthropologue Marcel Mauss qui parle de fait social total et qui me semble être un bon moyen de qualifier la pandémie et aussi donc de pouvoir envisager cette relation santé-environnement à la fois à partir des phénomènes analysés par les sciences biomédicales, mais aussi par les sciences humaines et sociales. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Marie. Donc, on n'a pas encore de questions sur le chat. N'hésitez pas à poser des questions, mais donc peut-être que parmi les participants, certaines personnes voudraient poser des questions. Sinon, moi, j'ai toujours des questions en réserve, mais je vous laisse, laisse entamer peut-être la discussion. Moi, c'est peut-être pas des questions, mais moi je souhaiterais rebondir en disant que je suis aussi complètement. Enfin, s'il y a personne d'autre qui a une question, mais je ne vais pas non plus voilà, m'imposer. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, le concept même d'environnement, et que ce soit pour cette pandémie ou tout autre type de thématique, doit effectivement intégrer désormais, pas seulement voilà, lorsqu'il y a des projets de recherche des sciences dures, mais aussi intégrer les sciences sociales dans celles-ci, dans ce genre de collaboration. Donc, moi, je ne suis pas surpris non plus qu'il y ait une émergence de ce type de pandémie, puisqu'il y en a eu auparavant. Jorge l'a rappelé avec le SARS-CoV, qui n'était pas le SARS-CoV-2, mais le premier SARS, quoi. Et donc là, ce qui est aussi intéressant dans ce concept-là, c'est que le virus auquel on est confronté aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas un virus qui est d'une violence extrême. Il est violent parce qu'il y a beaucoup de morts, mais en fait, si on regarde par rapport à tout l'imaginaire qu'on a dans la sphère culturelle, lorsqu'on parle de virus et de pandémie, dans la littérature ou dans le cinéma, on voit souvent les virus comme des agents qui sont très délétères et qui entraînent très rapidement voilà, des effets délétères sur les populations. Là, en fait, ce qui est malheureusement intéressant avec ce virus, c'est que c'est un virus qui est effectivement qui a un impact bien supérieur à la grippe, mais qui est très loin d'avoir un impact comme celui d'Ebola. Et en fait, sa dissémination dans la population, elle a effectivement des impacts qui sont encore très très mal appréhendés parce qu'il est délétère, mais délétère, on va dire, avec une forme d'hétérogénéité dans les réponses, d'ailleurs, tel qu'on a parlé également Jorge. Donc ça, c'est un point important. Moi, je suis aussi tout à fait d'accord qu'il faut considérer pas seulement les êtres humains dans le concept de perturbation
environnemental et le planetary health, pour moi, c'est très, très important. Et sur l'aspect social et des inégalités sociales, c'est vrai aussi, et ça dépasse là encore le cadre du Covid-19. Si vous prenez l'exemple de la viande et on considère qu'il faut manger moins de viande pour avoir un effet moins délétère sur la planète, ça peut signifier qu'on se passe par exemple de viande au niveau de la production industrielle de viande, mais du coup ça aura un impact sur le prix de la viande puisqu'elle sera produite de manière plus artisanale, et ça peut être aussi vrai pour la production de légumes. Et au final, tout ça aura un impact forcément social parce qu'il y aura forcément des denrées qui ne seront plus aussi accessibles auprès de populations qui ont des bas revenus, par exemple. Donc ça peut créer, ce facteur-là peut effectivement, si on souhaite en tout cas le modifier, eh bien, avoir un impact en termes pas seulement d'environnement, mais aussi en termes d'approches qui sont plus des approches sociales. Donc voilà, ça sort un peu du cadre du Covid et des comorbidités, mais quelque part, je pense qu'on peut faire écho au travers de cette conférence à d'autres problématiques environnementales vraiment d'intérêt. Je crois qu'il y a une question de Robert Barouti. Robert, si vous pouvez activer votre micro, peut-être que vous pourriez… Je crois qu'il est activé. Mais… Super, on vous entend. Oui, donc très bien. C'est pour Marie. Non, c'est une question peut-être pas directement liée à ce que tu as dit, mais qu'on se pose beaucoup dans le monde scientifique et en général. Il est dit que finalement, vu les contradictions des scientifiques qui sont intervenus pendant toute cette période, cette pandémie a pu altérer la relation entre science et le reste de la société. Mais à l'inverse, on n'a jamais vu autant de scientifiques intervenir et donc expliquer un certain nombre de choses et même se contredire parfois. Mais après tout, c'est bien la science. Mais donc, au total, est-ce que le bilan va être plutôt positif ou négatif sur ce plan-là ? Excusez-moi, ouais, je ne sais pas si je suis nécessairement la plus à même de répondre à cette question, mais en tout cas, elle est extrêmement intéressante. Alors aujourd'hui, j'ai vu qu'allait paraître, ou venait d'être publié, l'ouvrage d'un collègue physicien qui s'appelle Pierre Papon, qui s'intitule « La démocratie a-t-elle besoin de la science ?» Donc voilà, je ne l'ai pas lu, mais je trouve que le titre aussi est provocateur. Alors, bon, on commence à avoir en tout cas quelques éléments de réflexion au sujet de cette question qui est vraiment fondamentale pour moi en sciences humaines et sociales. Encore une fois, je pense notamment à des travaux qui s'intéressent actuellement à la circulation des fausses informations et qui essayent de voir comment finalement ce sont plus ces fausses informations, ces fake news qui altèrent la relation entre science et scientifiques et citoyens que l'activité des scientifiques proprement dit. Donc ça, voilà, je pense qu'il y a tout un champ de travail à faire et aussi un engagement, je pense, des scientifiques qui d'ailleurs avait déjà eu lieu quand il y avait eu des marches il y a quelques années dans différents pays du monde pour la science, et peut-être qu'on aura à remarcher dans le même esprit d'ici peu, parce qu'il y a énormément quand même, voilà, même l'expression d'infodémie a été forgée pour décrire cette circulation massive de fausses informations. Ça, c'est un premier point. Après, un deuxième point que je trouve très intéressant au regard des travaux sur l'agnotologie qui ont été développés ces 15 dernières années sur tout ce que les sociologues historiens des sciences américains, Oreskes et Conway, ont appelé les marchands de doute, c'est finalement justement ce que, Robert, tu soulignais, c'est-à-dire qu'il y a eu l'expression publique de désaccord entre scientifiques, mais finalement, peut-être que ça fait partie de la science aussi. Bon, alors, on a eu des versions particulièrement spectaculaires, je dirais, de ces désaccords, mais un des points que soulignent Oreskes et Conway dans Les marchands de doute, leur livre sur les campagnes de dénigrement qui sont faites contre le travail scientifique par notamment des entreprises privées américaines de cigarettes, c'est que oui, la science est provisoire, ses résultats sont provisoires, les scientifiques émettent des hypothèses, les confrontent, etc. Et que finalement, tout ce travail de discussion, de désaccord, qu'en temps ordinaire, qui en temps ordinaire est caché finalement. Enfin, il est caché, il n'est pas dissimulé de façon délibérée, mais il se passe dans les laboratoires et dans des cercles académiques restreints. Là, il devient public, et peut-être que c'est aussi important que la société apprenne à vivre avec une science en train de se faire. Voilà. Donc, de ce point de vue, moi, alors je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne suis pas nécessairement pessimiste
quant aux conséquences de long terme sur le rapport des citoyens à la science, qu'on ait tous été témoins de l'expression de ces désaccords. Voilà, peut-être que je peux m'arrêter là pour ces 2 points parce que c'est un chantier de travail passionnant et clairement à mener. Moi, j'en profite pour rebondir parce que ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans votre intervention, Marie, ça a été de montrer aussi ce mouvement. Alors, je ne sais pas si vous allez justement réagir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un mouvement de réductionnisme à un moment donné? C'est-à-dire que le projet scientifique, à partir du 19e, du 20e, c'est un projet scientifique qui va hyper spécialiser la démarche scientifique. Et aujourd'hui, finalement, on se repose la question du lien avec l'environnement. Alors, elle a toujours été là, mais on ne lui a pas toujours fait la même place, j'ai l'impression, à ce lien-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas justement, au travers de ces grandes crises qu'on vit, dont le Covid-19 n'est qu'une émanation, est-ce qu'on n'est pas justement en train d'être obligé de repenser, alors nous, c'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité dans le monde scientifique. On se rend compte qu'on a besoin de penser ensemble, d'aborder les objets comme des faits totaux, comme vous le disiez, comme le disait Marcel Mauss. Mais est-ce que finalement ce lien homme-environnement, on n'est pas en train de le redécouvrir, mais c'est la science qui ouvre les yeux peut-être un peu sur un trop disciplinaire, un trop spécialisé, qui a sans doute été nécessaire pour construire la connaissance, mais qui à un moment donné nous montre ses limites, quoi. On tape un peu sur l'écueil de cette spécialisation. Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu la perception que j'ai de ce mouvement-là, et que j'accueille du coup avec beaucoup de joie, en fait, cette idée d'aller vers quelque chose peut-être de moins enclavé dans la pensée. Oui, alors, moi je trouve aussi que vous posez un enjeu important. Alors, c'est un point de vue très personnel hein, que je vais vous présenter, et je serais très curieuse d'entendre celui des collègues et des participants à ce webinaire. Je ne vois pas très bien comment on pourrait revenir en arrière de cette spécialisation, et je ne suis même pas sûre qu'elle soit du tout souhaitable. Donc, en fait, la seule option, c'est celle que vous avez dite, pour moi, c'est celle d'un engagement dans un travail interdisciplinaire, mais avec la conscience que c'est dur et que ça prend du temps, et que ce n'est pas juste un petit plus qu'on fait en sus de notre travail scientifique spécialisé, mais que c'est vraiment cette volonté de pouvoir s'articuler avec les acquis et les apports d'autres sciences, implique un temps vraiment dédié. Je me rappelle, alors ça nous sort un peu de la pandémie de Covid-19, mais des propos d'un neuropsychiatre allemand sur lequel moi j'ai pas mal travaillé, qui s'appelle Kurt Goldstein, qui a soigné des cérébrolésions au lendemain de la Première Guerre mondiale, et en fait qui lui avait dit moi j'ai à la fois besoin d'être un biologiste qui analyse le phénomène de la cérébrolésion, donc vraiment dans toute la spécialisation que ça requiert, et en même temps d'avoir une appréhension globale pour pouvoir soigner mon patient, une appréhension globale de son corps, des articulations entre le cerveau et le reste du corps, et il avait même fait l'hypothèse d'une connectivité intracérébrale. Donc en fait, je pense qu'il faut les deux pour avancer, et que c'est un peu notre défi scientifique d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, ça nous éloigne pas tant que ça de la question du Covid. Au contraire, on est en plein dedans parce que c'est les facteurs confondants dont parlait Jorge. Et c'est aussi une autre question que j'avais pour Xavier et Karine. C'est la question des cocktails. On en est où justement de cette recherche sur les cocktails? Parce que moi, ce que j'ai cru comprendre de mes diverses lectures, c'est que la dimension des interactions entre les différents polluants et le fait d'être exposé à ces différents polluants de manière en même temps, c'était quelque chose qu'on avait encore beaucoup de mal à appréhender, mais dont on supposait que ça pouvait avoir des conséquences vraiment importantes. On en est où de cette évaluation de l'effet cocktail? Est-ce qu'il y a vraiment des travaux interdisciplinaires pour le coup? Parce que j'imagine que c'est un peu ça la question aussi, sur cette dimension-là. Karine, tu veux que je réponde ou... Comme tu veux. Alors, moi, j'ai commencé à faire ma thèse sur des cocktails simples, donc ça date, on va dire. C'était il y a 20 ans à peu près. La thématique des cocktails, en fait, dans la société, on la connaît parce que lorsqu'on parle, par exemple, de la consommation d'un médicament, on fait souvent référence à la consommation, de faire attention à la consommation d'autres médicaments lorsqu'on en connaît un. Donc, on est parfaitement conscient qu'il existe des interactions à partir du moment où on consomme une molécule, potentiellement avec d'autres molécules.
Mais si on prend le problème de la pollution, c'est que on est typiquement sur des expositions parfois de centaines de molécules dans la journée. On va sortir dans la rue, on va être exposé à la pollution atmosphérique. On va manger un sandwich avec un poisson gras qui est contaminé avec du mercure ou de la dioxine. Du coup, on va pas seulement avoir la pollution atmosphérique, mais le poisson gras avec les deux autres polluants. Et évidemment, le lendemain, on ne remange pas le poisson gras, donc ça peut être autre chose qui nous contamine. Donc, en fait, la grande difficulté de ça, c'est qu'on est exposé à des polluants qui changent en permanence dans le temps et dans l'espace, en fonction de l'endroit où on est et en fonction de ce qu'on fait à l'instant T. Donc, du coup, les agences ont bien saisi, les agences de financement comme l'ANR, les agences de réglementation comme l'ANSES, qui est aussi une agence de financement, elles ont bien compris l'importance de ces cocktails et elles incitent de plus en plus les programmes de recherche à être orientés vers ce type d'études. Donc, par rapport à ça, je pense que la science, elle progresse malheureusement lentement, parce qu'à partir du moment où on étudie un cocktail, par exemple, de 6 pesticides, l'unité Toxalim de l'INRAE à Toulouse a réalisé ça il n'y a pas si longtemps, 6 pesticides qui sont présents sur une pomme, ils ont analysé l'influence de ce cocktail, ils n'ont évidemment pas pu faire la combinaison, si on dit pesticide A, B, C, D, E, F, A plus B, A plus C, A plus D, A plus E, etc., à l'infini, parce que ça demanderait trop d'argent. Donc, du coup, on fait en général au départ souvent beaucoup d'études observationnelles. On essaie de voir si le cocktail a un effet sur le fonctionnement du foie, par exemple. Et ensuite, pour aller décortiquer le mécanisme d'action, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on est confronté à des cocktails, on peut avoir des effets synergiques dans certains cas, on peut avoir des effets antagonistes, et donc plus le cocktail est diversifié, plus les effets sont compliqués. Donc par rapport à ça, et Karine pourra peut-être prolonger la réflexion, il y a un développement actuel en biologie des systèmes d'un concept qui est celui des AOP, en toxicologie prédictive, qui, si celui-ci passe à un niveau qui est peut-être plus quantitatif ou qualitatif, pourra peut-être aider à entre guillemets, appréhender des toxicités à condition que ceux-ci soient considérés sous la forme de réseau. Et puis, les études expérimentales, elles continuent à être faites. Et c'est pour ça qu'on a besoin de développer aussi de nouveaux modèles innovants en toxicologie, notamment cellulaire, avec des co-cultures, mettre par exemple une cellule inflammatoire avec une cellule de foie, de sorte à voir comment les deux interagissent lorsqu'on rajoute des polluants. Et en plus de ça, pour terminer, la thématique, elle est intéressante à considérer en considérant déjà seulement le cocktail de polluants, mais il faut aussi voir une chose, c'est que lorsque ces polluants ont un effet sur le foie, pour prendre l'exemple du foie, en fonction de ce qu'on va manger, ça peut avoir un effet complètement différent. Si vous avez un régime riche en gras par rapport à un régime qui est peu riche en gras, le cocktail de polluants n'a pas nécessairement le même effet. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est important à considérer. Donc là, on comprend qu'il y a une diversité en fait, d'études qui peuvent être menées et toute la difficulté actuelle, c'est d'arriver à définir ce qui est prioritaire à étudier en termes de cocktails et de co-occurrence. Ok, super, merci beaucoup pour votre éclairage. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? On a encore 1 minute, donc ce n'est pas beaucoup, mais c'est la dernière chance. Si vous avez une question. Non, bon. Donc, je vais peut-être un petit mot pour conclure. Déjà, vous remercier tous pour votre intervention. C'était vraiment intéressant de voir vos différentes interventions dialoguer par-delà les disciplines. On aurait eu encore beaucoup de choses à dire. Hein. Je pense qu'il faudra qu'on recommence, qu'on réitère. Je voulais aussi dire que c'est un travail, cette réflexion sur le lien entre santé et environnement qu'on continue à mener dans le cadre du Centre des politiques de la Terre avec un numéro spécial de la revue Responsabilité Environnement qui sera à paraître d'ici quelques temps. Nous sommes en train de travailler dessus, donc on vous tiendra au courant. Et puis voilà, vous remercier tous et remercier aussi les participants et vous dire à la prochaine fois.